Alors, Amnesty International, déjà présent en 1995, s'était largement attardé sur cette déclaration de Pékin et on avait retenu des principes essentiels. Le premier, qui n'est pas des moindres, c'est la question de l'universalité, de l'indivisibilité des droits fondamentaux des femmes. J'y ajouterai même l'interdépendance des droits. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme qui nous évoque ces conditions absolument essentielles pour que les droits soient respectés. En 1995, on soulignait aussi l'importance de reconnaître les violences faites aux femmes par les États eux-mêmes, par les agents de l'État. Ils s'engageaient à y mettre un terme et de traduire en justice les responsables et indemniser, bien dédommager les victimes. On parlait déjà beaucoup du viol dans les situations de conflits armés. Le viol est une arme de guerre, nous l'avons suffisamment documenté. Et déjà en 1995, on s'inquiétait énormément de cette situation à travers le monde. Il s'agissait pour nous à l'époque de nous engager en premier lieu sur la question des mutilations génitales féminines, les violences en général, mais aussi la protection des femmes défenseuses des droits, de toutes les femmes militantes à travers le monde. Parce que défendre les droits dans le monde, c'est pas simple, mais quand on est femme, c'est beaucoup plus compliqué et on va y revenir. Il s'agissait aussi pour nous d'intensifier nos efforts pour ratifier et appliquer les traités internationaux. Ça me permet d'ajouter que Amnesty International travaille à partir du droit international. Nous avions effectivement une importance à souligner à propos de la lutte contre les tortures, les disparitions forcées, les assassinats politiques, enfin tout ce qui faisait la une en 1995. Mais déjà, nous alertions sur le danger de ne pas, que les engagements ne soient pas respectés par les États signataires. Et nous avions aussi une attention particulière à ce danger de sélection des domaines d'action au titre des diversités en matière de religion ou de culture. On va y revenir et on va voir où on en est aujourd'hui. 30 ans plus tard, effectivement, où en sommes-nous? Au mois de mars prochain s'ouvrira la 69e session de la Commission de la condition de la femme. Cette commission est chargée de suivre les progrès, les lacunes, les questions qui émergent. Cette commission est chargée aussi de décrire de nouvelles actions. Et puis, comme tous les 5 ans et qu'on y est, 2025 va permettre l'évaluation de la déclaration politique qui a été posée en 2020. Dans cette commission, il y a 45 membres élus pour 4 ans. Vous le voyez, tous les continents sont représentés. Il y a aussi, bien entendu, des États qui sont membres, mais qui ne sont pas élus, ils ne participeront pas au vote, mais ils seront présents. Ce contexte est particulièrement important. Pourquoi ? Eh bien, parce que cette commission dispose d'un bureau, que ce bureau va être présidé par l'Arabie saoudite. Je vous regarde tous et toutes, je pense que vous connaissez la situation des droits des femmes en Arabie saoudite. Ce bureau sera coprésidé par les Pays-Bas, le Costa Rica, l'Ukraine, le Cap-Vert. L'enjeu principal de 2025, eh bien, c'est de ne pas revenir sur les engagements de 2020. Le contexte est extrêmement difficile pour la défense et pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous avons, Amnesty International, retenu 3 domaines critiques dont je souhaite vous parler maintenant. Ces 3 domaines sont les femmes et la santé, les femmes et les conflits armés et les droits fondamentaux. Voilà. Alors effectivement, en 30 ans, on a obtenu des victoires. On peut en citer quelques-unes. L'IVG, légalisée dans plusieurs pays,
en Argentine en 2020, en Corée du Sud en 2021, en Colombie en 2022, en Pologne en 2024. On a aussi beaucoup avancé sur la question des violences sexistes et sexuelles. La parole des victimes s'est libérée, il y a une prise de conscience sociale, on l'évoquait plus tôt cet après-midi. Il y a aussi des progrès en matière de reconnaissance du viol, et notamment la fameuse question du non-consentement. On en parlait justement dans le reportage précédent. On a avancé aussi sur les droits des couples de même sexe. En 2024, je le cite parce que je trouve que c'est important de le citer. En Gambie, eh bien, un projet de loi a été rejeté. Et ce projet de loi visait tout simplement à abroger la loi de 2015 qui interdisait les mutilations génitales féminines. On en est encore là. Il y a aussi des luttes qui sont inachevées. Je vais en citer quelques-unes. Aux États-Unis, la brutalité envers les femmes et envers les personnes LGBTI, notamment lors des manifestations, est absolument terrible. En tout cas, elle est nettement supérieure aux brutalités commises envers les hommes. Au Canada, on note que les femmes victimes de violences eh bien, ont une mortalité nettement supérieure lorsqu'elles sont issues des communautés autochtones. En Bosnie-Herzégovine, il n'y a pas de justice pour les violences sexistes et sexuelles. En Sierra Leone, je crois que c'est là que la mortalité maternelle est la plus importante, mais j'ai entendu aussi que ça pouvait être au Soudan. Autrement dit, il ne faut jamais lâcher, on l'a dit en tout début de ce colloque, et il faut rester vigilant en tout et pour tout, parce que nous avons aussi des régressions. Aux USA, on l'a dit, concernant l'IVG, concernant l'égalité des sexes. La Turquie est sortie de la Convention d'Istanbul, laissant place libre aux violences domestiques. Malgré une tendance mondiale qui reste positive, enfin on veut y croire, les détracteurs du droit à l'avortement, du droit aux femmes à réclamer justice, eh bien, ces détracteurs accaparent le débat public. Je ne peux pas parler de régression sans évoquer la question de l'Afghanistan, mais j'y reviendrai tout à l'heure, tant à mon sens la problématique est grave. J'avais aussi un peu envie de vous parler du Soudan, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, mais parce que ça va aussi illustrer mon propos lorsque je vais évoquer le droit des femmes et des filles qui sont sur le chemin de l'exil actuellement. Au Soudan, le conflit est terrible, on l'a dit. L'aide humanitaire d'urgence est plus qu'essentielle. Les viols sont extrêmement nombreux, y compris chez des filles de moins de 12 ans. Les grossesses non désirées sont innombrables. Et tout cela provoque une fuite de la population vers le sud du Soudan. Des milliers de déplacés dans des territoires en fait, qui sont déjà en difficulté, qui sont aussi en conflit, avec des tensions entre les populations qui sont énormes. Des meurtres, des tortures qui sont publiées sur les réseaux sociaux. Tout cela pousse la population, dont les femmes et les filles, à bouger encore. Les pays voisins, la Libye, l'Égypte. L'Égypte, où elles subissent un traitement inhumain, sans parler du racisme dont elles font l'objet. La Libye, il faut quand même à un moment donné qu'on aborde aussi, quand on parle du droit des femmes, de ces fameux camps libyens dans lesquels les femmes sont exploitées, sont forcées à la prostitution, sont violentées d'une manière absolument inimaginable, et j'en suis personnellement témoin parce que j'ai rencontré nombre de ces femmes qui sortaient de ces camps libyens. Alors après la Libye, eh bien, elles prennent la Méditerranée, voilà, avec les risques de mortalité, les risques de mort en mer que l'on connaît bien. Et puis ensuite, elles cherchent l'asile quelque part. Alors la plupart veulent aller aux États-Unis. Je ne vous fais pas le dessin de la situation aujourd'hui, compte tenu des projets du nouveau président américain.
Et puis en Europe, lorsqu'elles veulent aller en Europe, eh bien ma foi, c'est pas beaucoup mieux, parce que l'Europe ferme ses frontières. Et lorsqu'elles arrivent chez nous, eh bien elles sont le plus souvent dans la rue, aérées. Je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais, je connais bien le sujet. Ces femmes et ces filles qui sont dans les camps, qui sont sous ces tentes, qui sont bougées chaque soir, chaque nuit, sont extrêmement vulnérables. Et elles sont exposées à un grand nombre de violences qu'on n'ose même pas imaginer, après tout ce qu'elles ont subi avant d'arriver chez nous. Alors, effectivement, nous sommes dans une période où les vents contraires soufflent fort. Tout d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'y reviens, on a une augmentation très inquiétante des discours contre les droits des femmes, des discours masculinistes, virilistes. On en a un exemple récent aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre un certain nombre de propos qui ont été tenus au décours de l'élection de M. Trump. Nous avons un recul important des droits des personnes LGBTI également, du concept de genre qui pourtant était censé protéger, et plus largement de l'égalité homme-femme. Tout cela met en péril toutes les avancées qui ont été obtenues de haute lutte par toutes les femmes. Les positions répressives et régressives, je vais dire les deux, vont perturber les négociations, remettre en question des consensus et vont probablement handicaper considérablement les réunions de cette fameuse commission qui aura lieu en mars. Alors, que peut-on faire? Il est un premier acte que je voudrais poser, c'est celui de la nécessité de défendre, de protéger les femmes qui défendent les droits humains. Comme les hommes, tous les défenseurs des droits humains sont fragilisés, tous les défenseurs des droits humains sont inquiétés à travers le monde. Mais les femmes le sont plus particulièrement que d'autres, parce que les moyens de pression sur elles sont plus grands. La situation des femmes et des jeunes filles dans les conflits armés sont plus que jamais à considérer. Ces conflits sont dévastateurs pour les femmes et pour les filles. L'ONU a annoncé que la mortalité des femmes dans les conflits armés avait été multipliée par 2. Les violences sexuelles ont augmenté de 50% dans les conflits armés. Nous avons cité le Soudan, on peut citer la Syrie, l'Irak, Haïti, la RDC, qui a été largement documentée, l'Ukraine, Gaza. À Gaza, les professionnels de santé ont cité une tragédie obstétricale, des césariennes sans anesthésie, avec du matériel non stérilisé, des toilettes pour 500 personnes. Une toilette pour 500 personnes. Une douche pour 2000 personnes. Je vous laisse imaginer la situation des femmes pendant leur menstruation. Il nous faut donc argumenter, continuer à argumenter pour protéger les femmes. C'est dans le droit international, protéger les femmes dans ces conflits armés. C'est un devoir. C'est un devoir des États ou des groupes belligérants. C'est un devoir aussi pour l'ensemble des États. Je voudrais aussi citer ce qu'on appelle les doubles standards. Alors, c'est quoi les doubles standards? Eh bien, c'est en fait d'utiliser, d'instrumentaliser les lieux où on peut dire qu'on respecte les droits des femmes et des personnes LGBTI. On dit ça pour cacher plein d'autres droits humains qu'on ne respecte pas. Alors, il y a de nombreux pays qui sont assez champions en la matière, et je n'hésite pas à citer l'Arabie Saoudite, la Chine, les USA, la Russie. Mais il y en a d'autres aussi, le Royaume-Uni, Israël.
Si j'y arrive. Voilà. Alors, je reviens sur les femmes défenseurs des droits que j'ai évoquées tout à l'heure. Vous avez là une liste, à peu près, des attaques dont elles font l'objet. On n'arrivera pas à avancer si on ne favorise pas le travail de ces femmes. Elles sont sur le terrain, pour la plupart dans des toutes petites associations qu'elles créent, et qui permettent de se battre à échelle locale pour que les droits des femmes et des filles soient respectés. Leur travail est essentiel. Mais effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont intérêt à les faire taire. Donc elles font l'objet à la fois d'attaques, de restrictions à la liberté. Lorsqu'elles montent des associations, on ne leur donne pas de financement, on ne leur permet pas de s'enregistrer. Et puis du coup, en fait, tout est fait pour les empêcher de travailler. En matière de droits sexuels et reproductifs, nous devons continuer à combattre les réactions contre les droits concernant la santé, la sexualité, la reproduction et l'égalité de genre. Nous devons continuer à nous battre contre la montée des fondamentalismes. Toute situation, en fait, qui est initiatrice de diminution, voire d'abolition de liberté pour l'ensemble de la population, eh bien, permet en fait de nourrir tous les discours et tous les actes qui vont à l'encontre du droit des femmes. Je ne vais pas revenir sur les femmes et les filles dans les conflits armés, je pense que je l'ai largement évoqué. Vous voyez lister quand même un certain nombre de violations des droits. On a parlé de quelques-uns, je pense à peu près tous, je vérifie. Oui, il y en a un qu'on n'a pas évoqué. Ce sont les obstacles insurmontables pour obtenir réparation et aide. Parce qu'effectivement, quand on est victime des horreurs dont elles sont victimes, eh bien, s'il n'y a pas réparation derrière, s'il n'y a pas reconnaissance, eh bien malheureusement, il n'y a pas possibilité de reconstruction. Et puis à côté de ça, si on ne nomme pas les responsables et qu'on ne sanctionne pas les responsables de ces horreurs, eh bien, on se donne toutes les chances pour que ça puisse recommencer. Quelques focus rapidement en matière de droits des femmes. Alors, j'ai cité la France parce qu'effectivement, en France, on est content, on a fêté de manière très joyeuse, et j'en suis la première heureuse, l'entrée du droit à l'avortement dans la Constitution. Nous allons fêter aussi cette année les 50 ans de la loi sur l'avortement. Par contre, en France, il y a encore des problématiques autour des violences sexistes et sexuelles. Pour ceux et celles que ça intéresse, je les invite à aller voir sur notre site. Nous venons de sortir justement un rapport sur le sujet qui évoque en fait la difficulté des femmes et des filles à porter plainte dès lors qu'elles sont victimes de violences sexistes et sexuelles. Aujourd'hui, 6% des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles parviennent à porter plainte. Sur ces 6%, 0,6% permettent la sanction de celui qui est l'auteur de ces violences. Voilà, simple chiffre, je pense, qui est suffisamment parlant. En France aussi, je pense, et je reviens du coup à ces fameuses femmes qui sont sur le chemin de l'exil. Elles font partie, avec les personnes transgenres et les femmes travailleuses du sexe, des personnes qui n'arrivent pas à porter plainte lorsqu'elles sont victimes de violences sexistes et sexuelles. Nous avons sorti un rapport en septembre 2024 qui s'intitule « Ça va passer, rentrez chez vous ». Voilà le genre de propos que peuvent entendre ces femmes lorsqu'elles décident de se rendre dans un commissariat ou à la gendarmerie pour porter plainte. Pour certaines, ces violences sont ignorées ou banalisées. Pour d'autres, rien que le fait d'être dans un commissariat ou une gendarmerie peut aboutir à une OQTF.
Voilà où on en est aussi chez nous, même si on a progressé, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Un petit mot du Mexique, parce que j'ai rencontré la semaine dernière une défenseuse des droits mexicaine qui œuvre pour les disparitions forcées. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les disparitions forcées, c'est les fameuses personnes qui disparaissent du jour au lendemain sans nouvelles possibles. La plupart du temps, ce sont des hommes. Et donc, ce sont des femmes qui vont à leur recherche. Elles vont chercher leur frère, leur mari, leur fils. Eh bien, au Mexique, elles ont un mérite énorme. Parce qu'en dehors du fait qu'il est extrêmement difficile de retrouver la plupart du temps des corps, voire des squelettes des personnes disparues, disparitions souvent liées aux groupes armés, voilà. Eh bien, il y a aussi une absence de volonté gouvernementale pour soutenir ces femmes. Et donc, elles ont à se battre à la fois pour retrouver, pour avoir enfin la vérité sur ce qu'est advenu leur être cher, mais elles doivent aussi se battre contre les groupes armés qui veulent tout sauf qu'on retrouve les corps, et contre un gouvernement qui n'a pas du tout envie de voir pointer l'ensemble des disparitions du pays. Voilà des femmes qui méritent aussi, je pense qu'on les salue aujourd'hui, et donc on travaille justement à ce niveau-là sur le droit des femmes à rechercher leurs disparus. Voilà un droit qu'on n'avait pas encore imaginé. Eh bien, il faut l'ajouter parce qu'il n'est pas évident. L'Iran. L'Iran, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Si ce n'est pour vous dire que j'ai eu cet immense honneur, à la veille de Noël, de converser avec Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix, emprisonnée dans les prisons d'Ervin et qui a eu quelques jours de répit pour sortir de prison parce qu'elle a de graves soucis de santé. On a pu échanger par visio. Et donc, je ne peux pas vous porter son message. Narges dit « Vous inquiétez pas pour moi, ça va aller. Inquiétez-vous pour les femmes du monde entier. Nous vivons ici en Iran, comme on vit en Afghanistan, comme on vit à travers le monde, une régression des droits des femmes. Vous devez bouger, vous devez crier, vous devez évoquer sans arrêt ces droits bafoués. » Je vous le rapporte, c'est tellement important pour moi de ne pas trahir la promesse que je lui ai faite. L'Afghanistan, pour nous, c'est la tristesse absolue. Ces femmes emmurées, ces femmes interdites de tout, privées de liberté, totalement asservies. On ne sait plus que dire. Alors j'ai envie de vous dire ça. Aucune société ne peut se permettre ni ne doit jamais tolérer de telles atteintes à la dignité et aux droits de plus de la moitié de sa population. Rien ne peut excuser le manquement au devoir de gouverner de manière juste et équitable. L'absence totale de mesures concrètes pour contrer les manquements graves aux droits des femmes est un motif de honte pour le monde entier. Faut-il se doter de nouveaux outils internationaux contraignants? Et je vais vous apporter un petit élément de réponse. Mais avant, je vous repasse cette photo. Parce qu'après tout ce que j'ai dit, je crois que c'est important de se la remettre en tête. La lumière est devant. Il faut y aller. Cette femme nous le demande. Et nous devons y aller ensemble. Alors, je vais compléter ma promesse que j'ai faite à Narges Mohammadi. Je vais vous évoquer une possibilité possible de faire évoluer un outil international. Je parle de l'apartheid fondé sur le genre, qui n'existe pas aujourd'hui en droit international, qui est le cheval de bataille de Narges Mohammadi, et que nous faisons le nôtre également. Nous soutenons donc cette reconnaissance d'apartheid fondé sur le genre, qui se distingue de la persécution faite au motif du genre,
Parce qu'en fait, elle s'attaque aux formes systémiques, et le mot est important, institutionnalisées, de discrimination et d'oppression, imposées pour des motifs liés au genre. Cette qualification permet de reconnaître un schéma institutionnalisé et idéologique de domination et d'oppression, et c'est bien ça dont il s'agit. Il permet de contribuer à la promotion de la justice de genre, et on insiste sur la nécessité de ce mot dans le droit international, et de permettre ainsi que ce droit soit, que la justice de genre soit reconnue dans le droit international pénal. Cette qualification permet aussi de créer des obligations pour les États tiers, afin qu'ils empêchent et qu'ils préviennent ce crime. Et ça permet de fournir des voies pour une obligation de rendre des comptes et aussi pour la justice que l'on doit à toutes ces femmes. Je vais essayer de terminer sur une note un peu plus gaie, parce que je reconnais et je vois à vos visages que, voilà, que ce que j'ai dit est grave. Oui, je pense que je me devais de le faire. Je vous donne quand même quelques extraits de l'essai de Mélissa Cornet, qui est une photojournaliste qui a gagné le prix Carmignac pour les photos de guerre. Et voici ce qu'elle écrit. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. En tout cas, moi, ça m'a touchée, donc je vous le partage. Pour les femmes et les jeunes filles, le simple fait d'exister peut sembler presque impossible. Et bien sûr, elle fait référence à l'Afghanistan. La plupart des moments de joie se déroulent derrière les portes closes, dans ce qui reste du territoire des femmes. C'est un fait. Mais en fin de compte, ces petits actes de joie ne sont pas seulement un défi aux règles des talibans, mais aussi un défi à l'obscurité qui cherche à les engloutir tout entières. Il rappelle que même dans l'hiver le plus rude, il y a une lumière qui s'allume, cachée, mais vivante. Voilà où je souhaitais terminer mon propos. On a du travail. Et merci à vous tous et toutes.